Une sterne arctique vient de naître dans la toundra du Groenland. Elle pèse moins qu'une pomme. Quelques semaines plus tard, elle s'élance vers l'Antarctique, traverse 2 océans, frôle 3 continents et revient exactement au même endroit l'année suivante, sans carte, sans signal, sans la moindre erreur mesurable. Sur la totalité d'une vie qui dure 2 décennies, cette sterne parcourt une distance équivalente à 3 allers-retours jusqu'à la Lune. À chaque voyage, elle repart de zéro. Et elle arrive toujours, exactement là où elle doit être. Pendant des siècles, la science a cherché une réponse simple à ce prodige. Elle en a trouvé une, elle l'a défendue pendant des décennies, et puis des chercheurs ont regardé de plus près, et se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés sur presque tout. Ce que nous allons explorer aujourd'hui, c'est l'une des histoires les plus stupéfiantes de la biologie moderne. Une histoire qui commence avec des pigeons romains et se termine avec de la physique quantique dans un œil d'oiseau. Une histoire où chaque réponse dissimule une question plus étrange encore. Si ce genre de vidéo vous fascine, abonnez-vous à La Science Assoupie et activez la cloche. Vous ne voudrez pas manquer la suite de ce que nous allons découvrir ensemble. Commençons par le commencement. Les humains ont observé les migrations d'oiseaux depuis l'aube de leur existence. Bien avant d'écrire, ils regardaient le ciel changer de saison en saison, voyaient des millions de créatures surgir puis disparaître avec une régularité qui semblait défier le hasard. Les Égyptiens représentaient les oies sauvages sur les murs de leurs tombes. Les Hébreux mentionnaient la cigogne et l'hirondelle dans leurs textes sacrés, des animaux qui connaissent le moment de leur migration. Les armées de César utilisaient des pigeons voyageurs pour transmettre des messages à travers des centaines de kilomètres de territoire ennemi. Ces oiseaux revenaient au colombier de départ depuis des endroits où ils n'avaient jamais été. On les capturait, on les transportait dans des caisses fermées, on les relâchait à l'autre bout du monde et ils rentraient. Toujours. Avec une précision qui déconcertait les généraux comme les philosophes. L'explication populaire de l'époque était simple jusqu'à l'absurde. Les oiseaux suivaient les vieux chemins. Ils reconnaissaient le paysage. Ils avaient une mémoire des routes, une familiarité du territoire acquise par l'expérience. C'est une explication raisonnable, presque convaincante. Elle s'effondre complètement dès qu'on la teste. Au XIXe siècle, des naturalistes allemands commencent à mener les premières expériences rigoureuses. Leur méthode est brutale dans sa simplicité. Ils capturent des oiseaux migrateurs juste avant leur départ, les transportent dans des directions inattendues, parfois à des centaines de kilomètres de leur route habituelle, et les relâchent. La question est simple, que feront-ils ? Les oiseaux adultes, ceux qui ont déjà effectué au moins une migration, corrigent leur trajectoire. Ils ne cherchent pas à revenir au point de capture. Ils cherchent directement leur destination, comme s'ils connaissaient leur position absolue sur la surface de la Terre et pouvaient calculer le chemin le plus court vers là où ils devaient aller. Les jeunes oiseaux font quelque chose de différent. Ils maintiennent cap et durée, leur cap génétiquement orienté, leur durée génétiquement calibrée. Si on déplace un jeune étourneau vers le sud-ouest avant sa migration automnale, il continuera vers le sud-ouest depuis son nouveau point de départ, atterrissant des centaines de kilomètres trop loin de l'itinéraire normal. Il exécute son programme sans savoir qu'il a été déplacé. Les adultes, eux, ont quelque chose de plus, une carte, une capacité à détecter l'écart entre où ils sont et où ils doivent être et à le corriger. Mais quelle carte ? Basée sur quoi ? Lue comment ? Les naturalistes du XIXe siècle n'ont pas de réponse. Ils proposent des hypothèses. La chaleur rayonnée du sol, les infrasons, les forces de Coriolis. Chaque piste est testée. Chaque piste échoue. Le mystère entre dans le XXe siècle intact, presque insolent. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'un biologiste allemand décide de l'affronter avec la rigueur que les oiseaux méritent. Son nom est Gustav Kramer. Et il va commencer par le plus évident, le Soleil. L'idée semble tellement évidente qu'on se demande pourquoi personne n'y avait pensé sérieusement avant. Le Soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest, il culmine au sud à midi. Si un animal peut mesurer sa position dans le ciel, il peut en déduire une direction. Mais il y a un problème immédiat. Le Soleil bouge. En quelques heures, son azimut change radicalement. Un compas solaire fixe serait inutile. Pour naviguer au Soleil, il faut non seulement voir où il est, mais aussi savoir quelle heure il est. Il faut une horloge interne parfaitement calibrée.
Kramer place des étourneaux dans des cages circulaires parfaitement symétriques, avec des perchoirs disposés tout autour et reliés à des capteurs. Pendant la période migratoire, les oiseaux manifestent ce qu'on appelle la tsugunru, cette agitation irrépressible où l'oiseau ne tient plus en place et cherche constamment à se positionner dans une direction particulière. Kramer observe que les oiseaux s'orientent systématiquement dans la direction qu'ils auraient prise en liberté. Puis il introduit un miroir qui dévie les rayons du soleil de 90 degrés. L'effet est immédiat. Les oiseaux pivotent de 90 degrés exactement. Ils suivent la lumière déviée, pas le soleil réel. Mais est-ce qu'ils se contentent de pointer le nez vers le soleil ? Ou font-ils quelque chose de plus sophistiqué ? Pour répondre, Kramer construit une arène avec des kiosques de nourriture disposés en cercle. Il entraîne des oiseaux à trouver la nourriture toujours dans la même direction, disons vers l'est, à 7 heures du matin. Puis il présente la même arène à 17 heures, quand le soleil est complètement ailleurs. L'oiseau va-t-il vers le soleil ou vers l'est ? Il va vers l'est. Il sait que le soleil à 17 heures n'est pas là où il est à 7 heures, et il en tient compte. Il fait de l'astronomie. La preuve finale vient d'une manipulation élégante. Des chercheurs placent des oiseaux dans des chambres obscures pendant plusieurs semaines, sous un éclairage artificiel décalé de 6 heures par rapport au soleil réel. L'horloge interne des oiseaux se synchronise sur le faux rythme. Puis on les expose au vrai soleil. Résultat, ils se trompent de cap de 90 degrés exactement. L'erreur qu'on attend si leur horloge indique la mauvaise heure. Décaler l'horloge de 12 heures, l'erreur est de 180 degrés. L'oiseau vole vers le nord au lieu du sud. L'horloge interne est réelle. Le compas solaire est réel. Et il fonctionne avec une précision qui défie l'imagination. Mais le soleil n'est visible que le jour. Une grande majorité des oiseaux migrateurs, des milliards de passereaux, de fauvettes, de grives, volent la nuit. Le jour, ils se nourrissent, se reposent. La nuit, ils s'élancent dans le noir, guidés par quelque chose que le soleil ne peut pas leur offrir. Quelque chose dans le ciel nocturne. Franz Sauer est un ornithologue allemand qui, dans les années 50, se demande si ce quelque chose pourrait être les étoiles. L'idée n'est pas absurde. Les marins humains naviguaient à l'étoile polaire depuis des millénaires. Mais peut-on sérieusement imaginer qu'un oiseau de quelques grammes réalise spontanément ce qu'il a fallu des siècles d'astronomie humaine pour systématiser ? Sauer commence à observer des fauvettes pendant leur tsugunru automnale, dans des cages placées sous le ciel ouvert. Par ciel clair, les oiseaux s'orientent correctement dans leur direction migratoire. Quand les nuages masquent les étoiles, ils deviennent désorientés. Quand une étoile brillante transperce la couverture nuageuse, ils se repositionnent instantanément. Sauer obtient l'accès à un planétarium. Il y installe ses cages d'orientation. Sous un ciel automnal projeté, les oiseaux s'orientent vers le sud-ouest. Sous un ciel printanier, vers le nord-est. Quand Sauer inverse la voûte céleste de 180 degrés, les oiseaux inversent leur cap. Quelques années plus tard, Stephen Hemlen approfondit ses expériences avec des bruants indigos. Il se pose une question fondamentale. Qu'est-ce que les oiseaux apprennent exactement du ciel nocturne ? Sa première intuition est que les oiseaux repèrent l'étoile polaire. Pour tester ça, il l'éteint dans son planétarium. Les oiseaux ne s'en rendent pas compte. Il retire constellation après constellation, rien ne change. Puis il fait tourner son ciel artificiel autour d'un axe différent, autour de Bételgeuse, une étoile brillante d'Orion. Et il élève des jeunes brouillants qui n'ont jamais vu le vrai ciel nocturne sous cette voûte artificielle. Ces oiseaux, quand vient leur première migration, s'orientent non pas par rapport à l'étoile polaire, mais par rapport à Bételgeuse. Ils ont appris que Bételgeuse est le centre du ciel, parce que pour eux, dans leur planétarium, c'était vrai. La conclusion est vertigineuse. Les oiseaux n'héritent pas d'une carte des étoiles. Ils héritent la capacité d'en apprendre une. Pendant leur enfance, avant la première migration, ils observent le ciel nocturne et identifient son axe de rotation. C'est ce point qu'ils traitent comme le nord. Un oiseau de quelques semaines, dans son nid, regarde le ciel tourner et mémorise son axe. Cela résout une partie de l'énigme nocturne. Mais seulement une partie. Les nuages, le brouillard, la pluie, tout cela masque le ciel. Et pourtant, les oiseaux continuent à voler. Ils s'orientent même par nuit totalement couverte,
dans des conditions où aucun repère visuel n'est possible. Il y a donc autre chose. Quelque chose qui ne dépend ni du Soleil, ni des étoiles. Quelque chose que la Terre elle-même fournit en permanence, invisible à l'œil nu, mais pas, semble-t-il, au sens d'un oiseau migrateur. Un matin de septembre, dans un laboratoire de l'université d'Oldenburg, Henrik Moritzen tient dans ses mains une fauvette des jardins. L'oiseau pèse moins de 20 grammes. Ses yeux sont grands ouverts, noirs et brillants, totalement calmes. Moritzen le tient avec la précision d'un horloger. Dos plat dans la paume, ailes légèrement repliées, tête libre. Il regarde cet oiseau et sait que quelque part dans cette tête minuscule, quelque chose est en train de lire la terre. Des signaux traversent la rétine de cet animal en ce moment même. Des signaux que Moritzen ne perçoit pas, que personne dans ce laboratoire ne perçoit, que peut-être aucun être humain n'a jamais perçu. Il repose doucement la fauvette dans sa cage d'orientation circulaire. L'oiseau s'agite, saute, se positionne vers le sud-ouest. Puis Moritzen active le blindage électromagnétique de la pièce, règle un générateur et introduit une variable. Les oiseaux sentent la Terre. Le champ magnétique terrestre, cet invisible tissu de force qui enveloppe notre planète depuis son noyau jusqu'aux confins de l'atmosphère, est pour eux une information aussi réelle que la lumière du Soleil est pour nous. Mais avec quel organe et selon quel mécanisme ? Là commence un des débats les plus acharnés de la biologie du XXe siècle. 3 hypothèses en compétition, 3 équipes convaincues et 30 ans de désaccord. Le premier camp mise sur quelque chose de concret et d'intuitivement satisfaisant. Des cristaux de magnétite, un minerai de fer naturellement magnétique, logé dans les tissus du bec des pigeons. L'idée remonte aux années 70, quand des biologistes découvrent que certaines bactéries marines contiennent de minuscules chaînes de magnétite qui leur permettent de s'aligner sur le champ magnétique. Si la vie microbienne peut fabriquer une boussole biologique, pourquoi pas un oiseau ? La magnétite est effectivement trouvée dans les becs de pigeons, dans la tête de saumon, dans les crânes de dauphins. On peut la voir au microscope. On peut démontrer qu'elle est magnétique. Et on peut imaginer mécaniquement comment des cellules sensibles à l'orientation de ces cristaux pourraient envoyer au cerveau une information directionnelle. Propre, élégant, mécanique. Mais les biologistes qui examinent les cellules du bec de pigeon de plus près découvrent que les dépôts de magnétite ne ressemblent pas à ce qu'on attendrait d'un organe sensoriel sophistiqué. Ils ressemblent davantage à des accumulations de fer sans structure fonctionnelle évidente. Puis, des chercheurs attachent de minuscules aimants sur la tête de pigeon pour perturber d'éventuels capteurs à magnétite. L'effet existe. Les oiseaux s'orientent moins bien par temps couvert, mais il n'est ni aussi net, ni aussi total qu'on l'attendrait si la magnétite était le seul mécanisme. Il y a manifestement autre chose. Et cette autre chose, le second camp pense le connaître. Sauf que leur explication implique quelque chose que la physique classique a du mal à accepter dans le contexte d'un être vivant. En 2004, une équipe dirigée par Thorsten Ritz publie un article qui secoue le monde de la biologie migratoire. L'hypothèse qu'ils défendent repose sur une protéine présente dans la rétine de nombreux oiseaux migrateurs, une protéine appelée cryptochrome. Les cryptochromes se trouvent dans presque tous les êtres vivants. Chez la plupart des organismes, ils régulent l'horloge circadienne. Ils absorbent la lumière bleue, changent d'état chimique quand ils sont illuminés. Mais chez certains oiseaux migrateurs, dans une zone spéciale de la rétine, ils semblent présents en quantité inhabituellement élevée. Et leur comportement sous l'effet de la lumière bleue est fascinant. Quand un photon de lumière bleue frappe une molécule de cryptochrome, il déclenche une réaction qui sépare une paire d'électrons. Ces 2 électrons, à l'instant de leur séparation, se retrouvent dans un état corrélé. Leurs spins sont liés, et cette corrélation persiste un bref moment, même après leur séparation, dans des parties différentes de la molécule. C'est ce que les physiciens appellent le mécanisme des paires de radicaux. Et c'est là que le champ magnétique entre en jeu. Il influence la vitesse à laquelle ces paires évoluent vers des états chimiques différents. Dans un champ magnétique orienté d'une certaine manière, la réaction se termine plus vite d'un côté. Dans un champ d'orientation différente, le résultat chimique change. Ces différences biochimiques, aussi subtiles soient-elles, se propagent vers les neurones de la rétine et génèrent un signal visuel. Ce que cela signifie, si l'hypothèse est correcte,
est presque difficile à formuler. Les oiseaux ne perçoivent pas le champ magnétique comme un sixième sens distinct de la vision. Ils le voient, littéralement. Il se superpose à leur champ visuel comme une couche d'informations supplémentaires, un motif, une intensité qui varie avec l'orientation du bec par rapport aux lignes de champ. Incliner la tête vers le bas modifie légèrement cette perception. L'incliner vers le haut la modifie dans l'autre sens. L'axe nord-sud se lie dans la texture même de ce que l'oiseau voit. La preuve expérimentale la plus frappante vient d'une série d'expériences de Muritzen. Des oiseaux exposés à un champ électromagnétique de très faible intensité, du même ordre que celui émis par les câbles électriques ordinaires, perdent complètement leur capacité d'orientation magnétique. Leurs éventuels capteurs à magnétite, trop robustes pour être perturbés par quelque chose d'aussi ténu, auraient dû résister. Mais les paires de radicaux, ces constructions chimiques délicates, sont détruites. Muritzen et son équipe passent des années à blinder leurs cages expérimentales des champs électromagnétiques ambiants. Antennes radio, téléphones mobiles, câbles d'alimentation du bâtiment. Quand ils y parviennent, l'orientation des oiseaux se rétablit parfaitement. Quand ils laissent filtrer les champs parasites, l'orientation disparaît. Le mécanisme repose sur la chimie des radicaux, ou il ne repose sur rien. Mais il y a un troisième homme dans cette histoire. Un homme qui n'a jamais fait de physique quantique, qui ne s'intéresse pas aux cristaux de magnétite, et qui va poser une hypothèse tellement inattendue que ses collègues vont passer des années à lui rire au nez. Il s'appelle Floriano Papi. Biologiste à l'université de Pise, en 1971, il publie une idée qui va déclencher l'une des guerres scientifiques les plus longues de l'ornithologie moderne. Sa thèse, les pigeons voyageurs naviguent en grande partie grâce aux odeurs. Pas les odeurs proches, les odeurs portées par le vent sur des dizaines, parfois des centaines de kilomètres. Selon Papi, un pigeon passe ses premières semaines de vie à associer les directions d'où vient le vent aux odeurs que ce vent transporte. Le vent du nord sent une certaine combinaison de composés organiques. Le vent du sud-est sent autre chose. Au fil du temps, l'oiseau construit une carte olfactive de son environnement. Une carte qui dit non pas côte 0, mais côte 1. Quand on relâche le pigeon à des centaines de kilomètres de chez lui, il flaire l'air local, reconnaît les composés qui arrivent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et il triangule sa position. La réaction de la communauté scientifique est sceptique, pour rester poli. Les Allemands et les Américains, qui travaillent depuis des décennies sur le compas solaire et la navigation magnétique, voient dans la théorie de Papi une fantaisie méditerranéenne. Un ornithologiste de renom lui écrit une lettre privée pour lui conseiller d'abandonner cette piste avant d'abîmer sa réputation. Papi ne lâche pas. Sa première expérience consiste à sectionner le nerf olfactif de pigeons voyageurs et à les relâcher. Des pigeons au sens intact rentrent normalement. Des pigeons rendus anosmiques s'égarent. Pas tous, pas toujours, mais statistiquement, clairement, l'absence d'odorat dégrade les performances. Ses adversaires répondent que l'intervention chirurgicale perturbe d'autres systèmes neurologiques, que le stress opératoire altère les capacités cognitives globales. Papi réplique avec une expérience plus subtile. Il place de jeunes pigeons dans des enclos dont les parois filtrent les odeurs selon la direction. Des générateurs d'arômes qui associent systématiquement une odeur d'olive à un vent d'est, une odeur de pin à un vent du nord. Quand ils relâchent ces oiseaux à distance, ils utilisent leur fausse carte olfactive pour s'orienter et se trompent de direction d'un angle prévisible, correspondant exactement à la déviation attendue si les odeurs artificielles avaient remplacé les odeurs réelles. La communauté se divise sérieusement. Certains laboratoires reproduisent les résultats de Papi, d'autres n'y arrivent pas. Les défenseurs de Papi suggèrent que les cartes olfactives sont locales. Une expérience menée en Allemagne avec des pigeons allemands teste leurs cartes olfactives natives qui fonctionnent précisément parce qu'ils sont dans leur territoire familier. La guerre dure 30 ans. Elle n'est toujours pas complètement terminée. Mais aujourd'hui, la majorité des chercheurs acceptent que l'hypothèse olfactive contient une part de vérité. Peut-être pas universelle, mais réelle. Et pendant que les laboratoires débattent, un chercheur de l'université d'Oxford prend une décision d'une simplicité déconcertante.
il attache de minuscules récepteurs GPS sur des pigeons voyageurs et les relâche. Ce qu'il voit le désespère et le fascine à la fois. Les pigeons ne suivent pas seulement des corridors magnétiques ou des gradients d'odeur abstraits. Certains d'entre eux longent les autoroutes, littéralement. Les routes à grande circulation humaine, avec leurs bas-côtés, leurs ponts, leurs échangeurs. Les pigeons les suivent sur des kilomètres avant de bifurquer exactement là où la route bifurque. D'autres épousent les contours des collines et des falaises avec une précision qui suggère qu'ils connaissent chaque courbe de niveau. Ils utilisent les clochers, les tours, les grands arbres isolés comme balises visuelles. La mémoire du paysage est réelle et détaillée. Des oiseaux qui ont effectué un trajet une seule fois le mémorisent avec une fidélité documentée au mètre près par les GPE. Pas d'une manière passive, d'une manière active, structurée, qui reconstruit les grandes lignes du relief et les points saillants comme une carte mentale vérifiée en permanence pendant le vol. Un pigeon qui décolle de son colombier et vire vers l'est ne fait pas que ressentir l'est. Il reconnaît la ligne de la forêt à l'horizon, la courbe de la rivière en dessous, le clocher de l'église à mi-distance. Il navigue dans un espace riche d'informations qu'il a mémorisées, actualisées et annotées au cours de centaines de vols précédents. Voilà maintenant la question que tous ces chercheurs, le spécialiste du compas solaire, le biologiste magnéticien, l'olfactologue, le cartographe visuel, finissent par se poser ensemble. Si chacun de ces systèmes fonctionne, si chacun a été prouvé, si chacun contribue à la navigation, pourquoi un oiseau en aurait-il besoin de plusieurs ? Pourquoi l'évolution serait-elle aussi prodigue ? Pour répondre, Mouritsen conçoit une série d'expériences qui ne testent pas un sens en isolation, mais la manière dont les sens se parlent et se vérifient mutuellement. Sous ciel étoilé intact avec champ magnétique artificiel légèrement dévié, les oiseaux adultes corrigent l'erreur magnétique. Ils ignorent le champ artificiel et suivent les étoiles. Mais les jeunes oiseaux à leur première migration suivent le champ magnétique. Ils lui font confiance parce qu'ils n'ont pas encore les étoiles comme référence validée. La hiérarchie des sens change avec l'expérience. Ce n'est pas un système fixe, c'est un système qui apprend à décider quelle source mérite le plus de confiance. Sous ciel étoilé intact avec champ magnétique normal, mais avec des masques olfactifs neutralisant la capacité de flairer, les oiseaux s'orientent normalement par ciel clair. Sous ciel couvert, ils s'égarent, précisément dans les conditions où les étoiles ne sont plus disponibles et où l'olfaction devrait prendre le relais. La carte olfactive n'est pas un luxe, c'est l'outil de secours qui maintient la navigation quand les repères célestes disparaissent. Avec tous les sens disponibles, conditions parfaites, mais en exposant les oiseaux au champ électromagnétique de faible intensité qui détruit les paires de radicaux dans les cryptochromes, l'orientation s'effondre. Même avec les étoiles visibles, même avec le champ magnétique naturel intact. Sans la lecture chimique du champ magnétique via les cryptochromes, quelque chose dans l'ensemble de l'information manque, et l'oiseau ne peut plus intégrer les données cohéremment. L'image qui émerge n'est pas celle d'un système avec 4 capteurs redondants. C'est celle d'une navigation avec plusieurs couches d'informations non redondantes, chacune apportant quelque chose que les autres ne fournissent pas. Une direction absolue, une position relative, une correction d'erreur, une confirmation de cohérence. Retirer une couche, le système fonctionne encore, mais avec des angles morts. Retirer 2, la navigation devient approximative. Retirer 3, l'oiseau est perdu. La résilience par la diversité. Chaque sens vérifie les autres. Aucun ne suffit seul. Tous ensemble, ils forment quelque chose que nous n'avons toujours pas réussi à reproduire dans aucun de nos systèmes de navigation. Mais comprendre comment fonctionne ce système ne suffit pas à expliquer comment il survit à travers les générations. Parce qu'une partie essentielle de la navigation migratoire ne s'hérite pas biologiquement. Elle se transmet vivante, de vol en vol, de génération en génération. Les grues cendrées en offrent l'un des exemples les mieux documentés. Une grue qui migre pour la première fois commet un cap général, une direction encodée dans ses gènes, une durée de vol calibrée par l'évolution. Mais la route précise, les escales traditionnelles, les zones de repos utilisées depuis des siècles, les corridors qui évitent les zones dangereuses, elle l'apprend en volant avec des adultes expérimentés. Les jeunes suivent les vieux. Les vieux portent la mémoire collective du groupe.
ce système fonctionne remarquablement bien, depuis des millénaires, jusqu'à ce que les humains retirent les vieux. Dans les années 60 et 70, des populations entières d'oiseaux migrateurs ont été ravagées par la chasse intensive, la destruction des zones humides, les empoisonnements aux pesticides. Des espèces qui avaient perdu l'écrasante majorité de leurs individus adultes se retrouvèrent avec des populations jeunes, des oiseaux qui connaissaient le cap, mais pas la carte, qui savaient voler, mais pas où aller précisément. La grue blanche d'Amérique du Nord est peut-être l'exemple le plus saisissant. En 1941, il n'en restait que 16 individus sauvages. La transmission culturelle de la route migratoire entre le Canada et le Texas avait été maintenue par cette poignée de survivants. Si ces 16 oiseaux avaient disparu, la route aurait disparu avec eux. Parce que le génome de l'espèce encode la direction générale et la durée approximative, mais pas les détails fins de la route réelle, affinés sur des siècles de vols collectifs. Des programmes de conservation qui ont cherché à reconstruire cette population ont affronté un problème que personne n'avait vraiment anticipé. Comment apprendre à un oiseau élevé en captivité une route que ses ancêtres connaissaient, mais que lui n'a jamais vue? La première tentative était simple et a échoué simplement. Relâcher les oiseaux élevés en captivité et espérer qu'ils trouvent leur chemin. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils avaient l'essence. Ils n'avaient pas la carte héritée des anciens. La seconde tentative était autrement plus inventive. Des biologistes ont élevé des grues blanches depuis l'éclosion, en se déguisant intégralement, combinaison blanche, tête marionnette, pour éviter que les oiseaux s'imprègnent sur des humains. Puis ils ont appris aux grues à suivre un planeur ultra léger. Avec ce planeur, ils ont volé la route eux-mêmes de l'été canadien au marais texan sur des milliers de kilomètres avec les jeunes grues en formation derrière eux. Des humains qui enseignaient à des oiseaux une route que des oiseaux avaient autrefois enseigné à d'autres oiseaux. En se déguisant pour ne pas être reconnus comme humains. La mémoire migratoire n'est pas seulement dans l'ADN. Elle est dans la transmission vivante d'une expérience entre individus qui se font confiance. Quand cette chaîne se brise, aucun gène ne peut la reconstituer à lui seul. Il faut quelqu'un qui sache encore et qui vole. Cette fragilité culturelle de la navigation prend une dimension particulièrement concrète quand on la place dans le contexte de ce que les oiseaux migrateurs traversent chaque nuit au-dessus de nos grandes villes. Un ornithologue installé sur le toit d'un immeuble de Chicago, un soir d'octobre, pendant un pic migratoire, peut en observer l'étendue réelle aux jumelles à vision nocturne. Des centaines de milliers d'oiseaux traversent le ciel en quelques heures. Certains volent en ligne régulière, cap maintenu, navigation active. D'autres tourbillonnent autour des bâtiments les plus lumineux, désorganisés, tournant en rond comme s'ils avaient perdu le fil. Des silhouettes rapides disparaissent dans les façades vitrées. D'autres se posent sur des corniches, épuisés, et restent là des heures, incapables de reprendre la bonne direction. Sur une année entière en Amérique du Nord, les études estiment que plusieurs centaines de millions d'oiseaux meurent en heurtant des bâtiments. Et ce chiffre ne représente qu'une des causes humaines de mortalité migratoire. La lumière artificielle nocturne perturbe 3 systèmes de navigation simultanément. Elle noie le signal stellaire dans un bruit lumineux ambiant si fort que les étoiles vraies deviennent indiscernables des reflets et des lumières parasites. Elle décale l'horloge circadienne des oiseaux, qui survolent des zones lumineuses pendant des heures, comme un long courrier qui traverse plusieurs fuseaux horaires en une nuit. Et certaines fréquences lumineuses interagissent avec les cryptochromes de la rétine d'une manière qui brouille la lecture du champ magnétique. Précisément, le système que Moritzen avait identifié comme perturbable par des champs électromagnétiques de très faible intensité. Les villes ne détruisent pas les oiseaux seulement physiquement, avec leurs vitres et leurs tours. Elles effacent leurs cartes de navigation dans la nuit qu'elles ont transformées en lumière permanente. Des programmes commencent à répondre à cela. Chicago a instauré des extinctions de lumière pendant les pics migratoires, avec des résultats mesurables sur les collisions. Des architectes conçoivent des façades traitées aux ultraviolets, invisibles à l'œil humain, mais visibles aux oiseaux qui perçoivent naturellement dans cette gamme. Ces initiatives restent minoritaires face à l'étendue du problème, mais elles montrent que comprendre précisément comment les oiseaux naviguent, avec quel sens, selon quelle hiérarchie, dans quelles conditions, n'est pas seulement une question académique. C'est une information pratique dont dépend la survie d'espèces entières. Nous avions une vision de l'intelligence,
Une vision qu'il a placée dans la complexité du langage, dans l'abstraction mathématique, dans la capacité à construire des outils et des civilisations. Une vision qui faisait de nous, implicitement, le sommet de quelque chose. Et puis nous avons regardé une fauvette de 20 grammes traverser la nuit au-dessus de la Méditerranée. Lire les étoiles avec ses yeux. Sentir les lignes magnétiques de la Terre grâce à une réaction chimique dans sa rétine, une réaction si délicate qu'un câble électrique ordinaire dans une pièce voisine suffit à la neutraliser. Reconnaître l'odeur du vent qui vient de chez elle, à des centaines de kilomètres. Suivre de mémoire la courbe d'une côte qu'elle a vue une seule fois. Intégrer toutes ces informations en temps réel, les pondérer selon leur fiabilité du moment, les croiser jusqu'à obtenir une position qui se maintient sur des milliers de kilomètres. Et arriver, après tout cela, à quelques mètres du buisson où elle a éclos. L'intelligence n'est peut-être pas une pyramide avec nous au sommet. C'est un archipel. Chaque espèce habite son île propre, a résolu des problèmes que les autres n'ont jamais eu à affronter, a développé des capacités qui n'ont pas d'équivalent ailleurs. Le cerveau humain est remarquable pour ce qu'il fait. Le cerveau d'une sterne arctique est remarquable pour ce qu'il fait. Ces deux remarquabilités ne se mesurent pas sur la même échelle, parce qu'elles ne jouent pas le même jeu. Ce que la science de la navigation aviaire nous a appris, au fond, ce n'est pas seulement comment les oiseaux trouvent leur chemin, c'est que la vie a inventé des solutions à des problèmes que nous n'aurions pas même imaginés comme des problèmes. Que le monde physique recèle des informations, magnétiques, chimiques, stellaires, que d'autres êtres vivants lisent couramment, et que nous sommes à peine en train d'apprendre à détecter avec nos instruments. Une sterne arctique sait exactement où elle est sur Terre, à chaque instant de son voyage. Elle l'a toujours su. Nous venons juste de commencer à comprendre pourquoi. Si cette exploration du vivant vous fascine, autant qu'elle nous fascine, laissez un like et rejoignez la science assoupie. Chaque vidéo est une nouvelle porte ouverte sur ce que nous ne savions pas que nous ne savions pas.